Daniel est le fils de Sandra, une écrivaine, et Samuel, un professeur qui a abandonné ses rêves d'écrivain. Daniel est souvent accompagné d'un chien guide, Snoop, donc Snoop Dogg, en raison de sa malvoyance. Au retour d'une promenade enneigée avec Snoop, Daniel retrouve son père au pied de leur chalet haut de 3 étages, le corps inerte, la tête ensanglantée. Samuel est mort. Un suicide? Un accident? Ou un meurtre orchestré par Sandra? Une enquête pour mort suspecte s'ouvre, puis donne lieu à un procès qui inculpe Sandra comme potentiel coupable. Anatomie d'une chute de Justine Triet s'ouvre avec un entretien entre une journaliste et une écrivaine. Prémonition d'un interrogatoire, car le film ne va cesser d'interroger le spectateur sur des thèmes comme la pertinence du système judiciaire tel qu'il existe aujourd'hui pour la recherche de la vérité, en mêlant ce contexte à la complexité et les nuances qu'apporte le langage aux relations humaines, et en l'occurrence, les relations de couple. Il n'y a pas trop de lumière. Ça va, je peux baisser les stars si tu veux. Moi ça va. Ça va? Oui. Ok. On reprend, tu m'as pas répondu. Quand tes parents se disputaient, comment ça se passait? C'est-à-dire, j'ai pas vraiment de souvenirs de dispute. Le film se distingue en montrant toute la multitude des procédés utilisés lors d'une enquête et d'un procès. Il y a des vidéos d'interrogatoire filmées au caméscope, des reproductions en animation 3D pour expliquer ce qui s'est passé, et même des mannequins pour réaliser des tests scientifiques. Toutes ces méthodes sont utilisées pour questionner la réalité des faits. De la maquette miniature aux reconstitutions de certaines scènes avec les témoins, toutes ces différentes approches créent un jeu subtil où la frontière entre ce qui semble avéré et ce qui relève de la spéculation devient floue. Cependant, toutes ces reconstitutions ne parviennent qu'à proposer des hypothèses, laissant la vérité inaccessible. Comme elle l'a montré notamment dans son premier film, La bataille de Solferino, la réalisatrice est très habile pour passer d'un style fictionnel à un style documentaire. Elle intègre au film des extraits d'interrogatoire filmés avec un caméscope ou encore des images reproduisant des émissions de télévision. Cette interaction entre les formes renforce l'immersion du spectateur et ça montre aussi des liens intéressants avec la manière dont les preuves sont rassemblées. Par exemple, le générique, composé de photos du couple en question, crée une analogie visuelle avec les pièces à conviction dans une enquête, ce qui montre comment le visuel et l'histoire sont liés d'une manière complexe. Anatomie d'une chute brise les clichés du film de procès américain en prenant place dans un contexte purement français. Les particularités du système judiciaire français comme la plus grande liberté de prise de parole par rapport aux États-Unis dans un procès, ainsi que les références aux chaînes de télé locales ajoutent une dimension de réalisme culturel, ce qui ancre le film dans son environnement français. Cette perspective revitalise l'histoire en remplaçant les décors américains habituels par des scènes françaises moins familières, les paysages enneigés de Savoie, éloignant ainsi le film de la vision centrée sur Paris qui est souvent présentée à l'étranger. J'ai également vu une mise en abîme dans ce film. Elle est particulièrement frappante lorsqu'on voit le procureur utiliser un extrait d'un des romans fictifs écrits par Sandra pour établir des liens avec sa propre vie. Cette scène suggère que l'artiste investit une partie de ses émotions, même si elles sont amplifiées, dans ses créations. De manière similaire, la réalisatrice Justine Triet pourrait également projeter ses propres sentiments dans le film. Je trouve que cette analogie, elle est renforcée par des similarités physiques et professionnelles entre le personnage de Sandra et Justine Triet, ainsi que par le parallèle avec le dernier film de Triet, Sibylle, où Sandra Hüller jouait le rôle d'une réalisatrice. I'm sorry to interrupt, I'm sorry, but I don't know, you come here, okay, with maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just, it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost, no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you described them, but if I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel, but would those things be true? Anatomie d'une chute explore en profondeur la relation complexe entre le langage et la perception. Le personnage de Sandra va utiliser différentes langues en fonction de leurs avantages, ce qui révèle comment les mots peuvent être manipulés à des fins spécifiques. Elle n'utilise jamais sa langue maternelle qui est l'allemand dans le film et est souvent contrainte à parler français, mais elle revient à l'anglais dès qu'elle se sent en difficulté. Le film met aussi en lumière les défis de la traduction.
qui peut altérer les nuances émotionnelles et obscurcir la vérité. C'est illustré par l'étonnement de Sandra face à la traduction en français de sa dispute qui avait été dite à l'origine en anglais. La traduction ne rend pas compte mot pour mot de la réalité de la situation, et elle altère donc. Les subtilités de la traduction ressortent également lorsque les enregistrements audio en anglais sont retranscrits en français en texte sur un écran situé dans le tribunal. Ce texte, fluide et adaptable, aurait pu permettre aux différentes parties impliquées de façonner les événements selon leurs besoins, en jouant par exemple sur les différentes significations d'un même mot d'une langue à l'autre, afin d'amplifier ou d'atténuer une émotion. C'est aussi le cas lors du procès, où les traductions en temps réel par la traductrice, contraintes par la rapidité, peuvent involontairement induire en erreur les jurés. Tous ces éléments interrogent sur la neutralité du langage et de sa manipulation au sein d'un contexte judiciaire complexe. Au cours d'une conversation entre Sandra et son avocat, elle lui dit « Je ne sais pas ce que tu penses ». Sous-entendu, je ne sais pas si tu me crois innocente ou non. Le film explore la différence entre les émotions intérieures et le langage et comment cette frontière constitue une grande partie de la complexité des relations humaines. Complexité qui s'accroît si on ajoute la probabilité de mensonge à cette équation. L'avocat lui répond en affirmant qu'il a de nombreuses pensées qu'il vaut mieux ne pas exprimer. De la même manière qu'on retient parfois certaines pensées pour éviter de blesser quelqu'un, il est également nécessaire de retenir certains éléments de la vérité lors de la construction d'une défense afin d'orienter les faits. Lors des différentes séquences d'enregistrement et d'entretien avec les témoins, comme le psychanalyste et la journaliste, chaque mot est disséqué pour servir les intérêts des différentes parties du procès. Chaque mot est interprété littéralement, comme une vérité absolue. Cependant, cette approche ignore la subtilité inhérente aux émotions humaines. Par exemple, une personne peut prononcer des paroles dans un moment de colère sans vraiment les penser, ou elle peut avoir des pensées qui ne correspondent pas nécessairement à la vérité universelle, comme dans le cas du mari de Sandra, qui traverse une détresse émotionnelle. Cette manière de procéder met en lumière les failles du système judiciaire, ce qui remet en question sa capacité à dévoiler la vérité dans des situations complexes. Le film soulève des interrogations sur la nature de la justice et sa capacité à prendre en compte les aspects émotionnels et nuancés de la réalité humaine. Le film va aussi mettre en évidence l'instabilité de la mémoire à travers les personnages de Sandra et de Daniel. Leurs souvenirs sont réactivés et remodelés par l'ajout de nouvelles informations. Par exemple, Sandra ne se rappelle que quelques jours après la chute de son mari que ce dernier avait tenté de se suicider des mois auparavant. Pareil lorsque Daniel se rappelle du monologue de son père uniquement après avoir appris qu'il s'était peut-être suicidé. Ces éléments remettent en question la fiabilité de la mémoire en tant qu'élément de preuve solide. Cette instabilité soulève aussi des doutes sur la manière dont la justice traite souvent la mémoire, en ignorant sa nature fluide et saccadée à la fois. Les incohérences sont perçues par les autorités comme des mensonges, plutôt que comme des manifestations naturelles du fonctionnement de la mémoire. Le point de vue de l'enfant, Daniel, apporte une perspective unique sur les événements passés. Les seuls flashbacks dans le film proviennent de sa mémoire auditive, fusionnant avec son imagination. Il y a 4 de ces moments. D'abord l'hypothèse d'un meurtre, puis celle d'un suicide, ensuite la scène de la dispute, et enfin le monologue de son père dans la voiture. Ces séquences montrent comment les enfants peuvent interpréter des situations nuancées et créer des images mentales précises, ce qui est probablement renforcé par la mémoire auditive exceptionnelle de Daniel en raison de son handicap visuel. Cependant, il peut sembler un peu improbable que l'enfant soit aussi mature pour son âge, ce qui facilite évidemment le développement du scénario. Et donc ça a participé de ce jeu de séduction, oui, si on veut l'appeler comme ça. Et ce que la Cour a besoin de savoir, c'est est-ce que vous l'appelleriez comme ça? Il y a plusieurs sens au mot séduction. Oui, mais pour utiliser le mot séduction, il faut bien qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la séduction. La façon dont le témoin a répondu me semble assez claire sur le sens dans lequel elle a utilisé le mot séduction. Parce que à plusieurs reprises, elle dit que vous l'intéressez, elle répond pas à vos questions, elle dit qu'elle aurait préféré que l'entretien se passe à Grenoble. Vous n'avez pas perçu? Elle a déjà répondu sur cet aspect. Mais non, pas très clairement, répondit mademoiselle. C'est possible de m'appeler madame? Ça m'ennuie d'être réduite à un statut marital. Ah, très bien, c'était pas mon intention. Au cours du film, le tribunal se transforme en un véritable théâtre, avec ses rôles spécifiques et ses règles rigoureuses. Chaque participant joue un rôle bien défini. Les avocats s'engagent dans des joutes verbales calculées, la juge dirige les procédures avec autorité, et l'accusée, qui est consciente de l'importance de sa version, joue elle aussi son propre rôle. Cette mise en scène complexe, presque théâtrale, rappelle que le tribunal n'est pas uniquement un lieu de justice, mais aussi un espace où des acteurs manœuvrent des discours pour façonner des récits. Un exemple frappant de la dimension ludique du procès, c'est pour moi lorsque Sandra décide de s'exprimer en anglais pour la première fois. Il y a un contre-champ sur la traductrice, qui affiche un large sourire, ce qui traduit son enthousiasme à participer au jeu que constitue le procès. Ce qui pourrait être considéré comme un événement sérieux et dramatique prend une tournure ludique, où les participants, même s'ils sont confrontés à des thèmes sombres et perturbants, abordent le procès avec un certain détachement. Cette approche va se faire également sentir dans les reconstitutions scientifiques, présentées avec une légèreté assez déconcertante. Elle désincarne la tragédie du suicide en la transformant en une simple chute physique. Cela illustre comment le jeu du procès peut dissocier les faits de la gravité de leurs conséquences.
Ce détachement atteint son apogée dans la scène au restaurant après l'acquittement de Sandra. Les avocats et Sandra elle-même relâchent la tension qui a été accumulée pendant des mois d'enquête et de procès, et laissent échapper des rires et des célébrations qui semblent presque faire abstraction des événements tragiques qui ont mené à cette situation. Cette séquence met en lumière comment les faits ont été tellement analysés, disséqués et déformés qu'ils ont presque perdu de leur réalité initiale. Ils sont devenus une composante du jeu complexe du procès, et une fois ce jeu terminé, les participants peuvent se détacher des circonstances tragiques. Malgré tous ces points positifs, il y a quelque chose qui m'a déplu dans ce film. C'est de l'ordre du détail, mais comme ça va me permettre de parler d'un autre film de la même réalisatrice, je vais développer. Ce qui m'a dérangé, c'est la scène de la dispute qui agit en tant que climax au film et également au procès. J'ai trouvé qu'elle retranscrivait bien l'intensité émotionnelle du moment. Par contre, la nature de cette scène me semble cliché. La montée en puissance dramatique, ponctuée par des cris jusqu'à la vaisselle brisée, pour moi c'est un schéma narratif assez classique pour une scène de dispute. En comparaison, le premier film de Justine Triet, La bataille de Solferino, qui est d'ailleurs l'un de mes films préférés, présente les disputes comme un climat constant plutôt qu'un moment isolé, un événement. Dans Solferino, le climat entre guillemets toxique d'un couple est représenté de manière bien plus nuancée. Tous les moments ne sont pas dramatiques, tristes ou emphatiques, comme dans Anatomie d'une chute, il y a également des moments légers, drôles et presque détendus. Et j'ai trouvé cette approche beaucoup plus nuancée et donc réaliste que dans Anatomie d'une chute. En explorant les nuances de la vérité, de la communication et des interactions humaines à travers le prisme du système judiciaire, Justine Triet dépeint dans Anatomie d'une chute un tableau captivant et complexe. Elle y établit aussi des parallèles entre les relations sociales, en particulier celles au sein des couples, et le procès en tant qu'espace social. Triet nous invite donc à réfléchir profondément à la pertinence du système judiciaire tel qu'il existe aujourd'hui, dans la quête d'une vérité. En tissant subtilement ces thèmes, Triet fait d'Anatomie d'une chute bien plus qu'un simple drame judiciaire. Le film se transforme en une réflexion profonde sur la nature humaine, les multiples couches de réalité et les nuances liées à la communication. En fin de compte, il laisse une empreinte durable et pousse les spectateurs à remettre en question la définition même de la vérité et à considérer les nuances et les ambiguïtés inhérentes à toute tentative de sa révélation. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur la forme ou également sur le fond en commentaire, on pourra en discuter, mais sachez que j'ai raison. N'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd si vous voulez des avis plus courts et rigolos sur les films que je poste régulièrement. Et abonnez-vous si vous voulez être informé si jamais je ressors des vidéos de la sorte. Salut!